Les témoignages que vous allez pouvoir regarder sont ceux d'une minorité agissante. Ils ont été recueillis le 28 juillet dernier devant l'Assemblée nationale à l'occasion d'une manifestation qu'on avait organisée pour exiger que la procédure de destitution d'Emmanuel Macron soit mise en œuvre par les députés. Nous n'étions pas nombreux comme c'est très souvent le cas. Ça a suscité comme d'habitude beaucoup de frustration et de déception, mais n'empêche que ces gens étaient là et qu'ils font partie de ces gens qui essayent de se bouger autant que faire se peut. Il y avait des gens que j'ai revus, c'était pas la première fois. Et à ce titre, ça me paraît vraiment important de pouvoir laisser une trace de ce que c'est que la réalité d'une dissidence qui se bouge, de gens qui, malgré leurs individualités, leurs différences de caractère, de niveau de vie, sont là, agissent par rapport à une dissidence de canapé qui, elle, ne bouge jamais. Voilà, donc je laisse à la postérité ces témoignages en espérant que ça permettra d'avoir un regard sociologique et historique de qui nous sommes dans toute notre diversité, et que cela pourra aussi quelque part donner un exemple à ceux qui pour le moment ne font rien et que l'on attend. Alors je vous dis à bientôt aux prochaines manifs. Eric, tu nous viens d'où? Moi j'ai deux lieux de vie, la Normandie et la région parisienne. D'accord, et là tu arrives de région parisienne pour aujourd'hui? Ouais. Bon bah alors au moins un premier parigot parmi nous. Tu peux nous dire comment tu as eu l'information et qu'est-ce qui te motive à être présent ici? Ça fait un bout de temps que je flirte sur les réseaux sociaux et que je me renseigne un petit peu de tous les événements. Et puis bon bah voilà, je suis tombé sur ton poste et puis je me suis dit allez, je vais me lancer quoi. Je viens. Alors, parce que bon, les événements obligent un peu à se bouger le cul quoi. Voilà. Alors comment ça se fait selon toi qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils viennent et puis en fait on les voit pas arriver, ou beaucoup plus de gens encore qui s'indignent tout le temps de l'actualité et puis finalement ne font rien? Parce qu'ils préfèrent avoir plus de gueule qu'autre chose. Voilà, ils ont rangé leurs couilles dans le placard et puis quand il s'agit d'avoir une parole, et ben ils savent pas la donner, enfin ils en ont pas quoi. Voilà. Et ça, le français, il a perdu sa parole. Avoir la parole donnée, et puis la tenir quoi. Je trouve que c'est une valeur qui est complètement perdue en France. Alors toi, ça fait depuis combien de temps que tu es que tu suis l'actualité alternative, on va dire? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es immergé dans le bouillon? Au décès de mes parents, j'ai eu un petit choc on va dire, et puis il a fallu que je comprenne la raison pour laquelle la vie était comme ça, et puis j'ai cherché des solutions, des raisons, des réponses surtout, et puis voilà, j'ai fait la connaissance de plein de gens, et puis je continue, voilà. D'accord. Et quand on te parle de destitution d'Emmanuel Macron, de révolution, c'est pas des gros mots ça pour toi? Non, c'est normal. Voilà, dans un pays normal, c'est comme ça que ça doit se passer. On n'est pas dans un pays normal, donc le problème c'est qu'il faut se battre maintenant. Et outre l'affaire Benalla, qu'est-ce qui t'a le plus choqué pour le moment dans ce qu'a pu faire Emmanuel Macron, qui est à ta connaissance? Voilà, la vente d'Alstom, je crois que c'est le plus grave. Voilà. Tu avais aussi suivi cette affaire-là Mais bien sûr, c'est de la haute trahison. Voilà. Mais la haute trahison, elle fait plus partie de la Constitution maintenant, elle a été retirée, et donc du coup, ils se sont protégés par rapport à ça. T'es au courant qu'elle est quand même encore dans le code pénal? Ah non, je suis pas au courant qu'elle est encore dans le code pénal, mais je croyais qu'elle avait plus lieu d'être citée, mais non, je savais pas. Bah, comme ça, je cite pour ceux qui nous écoutent, elle est bien dans le code pénal, les articles 411-1 à 13 du code pénal, et on a toutes les formes de haute trahison qui existent, et oui, on peut encore les juger pour haute trahison. T'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de monde aujourd'hui? T'espères que ça va arriver pour que c'est simplement des retardataires, on va dire? Ouais, je pense qu'il y aura beaucoup qui viendront pas. Je pense que c'est pas le lieu où il y aura le plus de monde non plus. Je sais pas, il y a des organisations qui ont déjà créé l'événement à droite à gauche, je crois aujourd'hui. Pourtant, c'est bien les parlementaires qu'il faut saisir pour que l'article 68 de la Constitution soit mis en vigueur afin de destituer le président de la République. C'est donc bien devant le Parlement qu'il faut agir. Je pense que ceux qui dirigent les manifestations, ils sont comment dire, corrompus, et évidemment c'est pas là qu'il faut aller gueuler. Ils sont dirigés là où ça sert à rien en fait. Le but c'est de diriger la colère nationale, la colère populaire, là où elle n'a aucun effet. D'accord. Bah, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, Eric. Je vais interroger un petit peu d'autres personnes. À tout à l'heure.
Alors nous allons interroger d'autres personnes qui sont présentes ici, pour certains une première et pour d'autres une deuxième fois. Alors je vais commencer par toi, tu veux bien nous rappeler ton prénom et puis nous dire d'où tu viens? Moi c'est Ludo, je viens du Lot-et-Garonne. Ouais. Et voilà, je me suis rapproché du groupe Polaire 24 qui avait prévu de bouger pour aujourd'hui, donc je suis venu avec eux. Alors c'est une question que j'aime bien poser à tous ceux qui viennent de province, puisque comme d'habitude c'est la province qui se bouge. Comment t'expliques que les Parisiens, les banlieusards se bougent moins que les provinciaux chaque fois qu'il y a des grosses manifs comme ça? C'est la question que je me pose, je suis sorti du métro, je suis un peu dégoûté de voir qu'il y a si peu de monde là sur place. Je ne sais pas, je sais pas pourquoi ils bougent pas. Et pourtant on voit bien que... Ils sont sur place, ils ont juste le métro à prendre. Nous on a fait je sais pas combien d'heures de route, on n'a pas dormi de la nuit. Et eux ils sont pas là. Ça me choque, moi ça me choque. Je suis d'accord avec toi, moi j'arrive de Bordeaux et ça m'énerve à chaque fois que c'est toujours des provinciaux qui montent avec nous dans des opérations et vraiment les Parisiens il va falloir que vous appreniez à bouger votre cul. Qu'est-ce qui t'a amené à à t'immerger dans le bouillon culturel de la dissidence politique? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Rien ne va plus, rien ne va plus en France. On est en train de perdre toutes nos libertés. Voilà, enfin, je sais pas, il y a tellement de choses à dire. Mais qu'est-ce qui a été la passerelle qui a fait qu'à un moment tu as pu écouter les grands médias mainstream et que tu as commencé à te plonger Je me suis éveillé avec une vidéo de Eric Fioril, ouais. Au départ, qui parlait des chemtrails, du wifi et tout ici et là. Au début je l'ai pris pour un fou ce mec là, la première vidéo que j'ai vue, et après en regardant le ciel et tout, je me suis éveillé, j'ai compris, j'ai dit waouh. Et j'ai dit mais en fait tout ce qu'il raconte c'est vrai quoi. Et d'actualité en actualité, ça t'a permis de rebondir. Voilà, et là, je dis, ça va vraiment plus, c'est plus possible. La loi travail, j'ai perdu mon boulot, voilà, on continue quoi. On descend quoi. On se casse la gueule. Si je te parle de révolution et de destitution de l'oligarchie, pour toi, c'est pas des gros mots? Non, non, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis là pour ça aussi, justement. Bah écoute, je te remercie pour... Je réponds à l'appel de Macron qui a dit, venez me chercher, mais ouais, on est là. On n'est pas beaucoup, malheureusement on n'est pas beaucoup. Oh, on sera peut-être plus nombreux ailleurs, malheureusement c'est en ordre dispersé et tout ça, ça s'est fait un peu au dernier moment. On va bien voir ce qu'il en sera. Je te remercie pour ton témoignage et je pense qu'on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Ça marche. Alors, je viens à toi à nouveau. À nouveau. Oui. Tu peux nous rappeler ton prénom et d'où tu viens? Donc moi c'est Alpha, donc de Béziers. Je suis arrivé hier soir. D'accord. Alors je vais poser les mêmes questions que je pose à tout le monde à chaque fois. Première question, qu'est-ce que tu penses de la faible mobilisation des Parisiens? Pourquoi il n'y a que des provinciaux ici? Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, malheureusement je vais essayer d'être plus objectif. La vie parisienne, et c'est vrai qu'elle était beaucoup plus contraignante que celle de la province. Maintenant, le même constat, ce qui est dommage, c'est qu'ils se sont déplacés pour une Coupe du Monde, mais pas pour défendre leurs droits. Et ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, c'est vrai que nous, nos petits groupes à nous qui sommes un petit peu éparpillés, on est vraiment beaucoup plus actifs, je pense, que dans la cité parisienne. Du coup, c'est ce qui fait peut-être cet écart de mobilisation. À Béziers, dans ta région, tu as l'habitude toi d'aller à des manifs ou faire des actes militants Depuis février, en fait, qu'on a donc découvert le mouvement Vous en avez marre, et que nous, par la suite, on a donc créé le collectif Colère. On a vraiment eu ce constat que dans toute la zone sud-ouest, que ça part de Toulouse jusqu'à Marseille, il y a quand même beaucoup de mobilisation, que ce soit les étudiants. Ouais. C'est vraiment très mobilisateur. On a beaucoup de villes, énormément étudiantes. Donc on a une grosse participation, on a une grosse mobilisation. Et c'est ce qui fait que justement on arrive peut-être à être beaucoup plus nombreux, mais sur d'autres petits points localisés. D'accord. Alors qu'est-ce que tu penses maintenant d'une dissidence en général qui est plutôt apathique? Je ne parle pas du peuple en entier, puisqu'on a quand même quelques... Enfin, il y a une certaine logique à ce que la médiacratie endorme un petit peu la population générale, mais des dissidents qui, eux, sont censés être bien énervés contre le système, être préoccupés par leur avenir, ne réagissent pas, ne bougent pas. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, ils sont pieds et poings liés par le système. Le système est tellement bien huilé, tellement bien... L'engrenage est quasiment parfait qu'on est obligé de travailler, de perdre notre temps pour justement pouvoir survivre, parce que la différence est quand même vraiment très flagrante. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille normalement, il ne vit pas, il survit. Par contre, quelqu'un qui est riche n'a pas ce problème-là. C'est ce qui est, pour moi, le système, il est vraiment très bien huilé pour nous obliger justement à consommer, à travailler pour pouvoir l'entretenir. Alors, qu'est-ce qui, toi, a été le déclic pour que tu commences à t'intéresser à l'actualité alternative? Alors moi, je suis quelqu'un qui
vient du net, donc j'ai toujours essayé de chercher par moi-même, de trouver véritablement les infos. Et après, quand j'ai commencé à voir donc, les déboires du gouvernement, que ce soit à partir de 2005 et également de 2012, c'est là où vraiment je me suis investi, que ce soit sur les réseaux, pour rassembler les gens, pour montrer la vérité aux gens et vraiment pouvoir mobiliser au maximum. D'accord. Et une petite dernière question. Je l'avais en tête, mais ça y est, elle m'est passée parce que je suis un peu fatigué moi aussi, j'ai pas dormi tout mon On souffle. l'est tous, oui, c'est sûr. Bah écoute, je reviendrai certainement à toi, je te remercie pour ton témoignage, Avec plaisir. et puis je vais interroger d'autres personnes. Alors nous allons dire bonjour à mon camarade Sylvain, avec qui nous avons fait une marche entre Clermont-Ferrand et Paris, et puis une remontée à vélo entre Bordeaux et Paris aussi, où on a récolté pas mal de témoignages. Donc on peut dire que tu es un vieux routier du militantisme, et ça fait un certain temps. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses du fait que les Parisiens, encore une fois, sont les grands absents de ce genre d'événement? À part en être désolé, c'est tout. C'est impressionnant, sur si peu de surface, être autant de gens, et puis de se rendre compte que c'est des gens éloignés qui sont, nous, dans le Périgord, les communications sont relativement très difficiles, et on arrive quand même à être assez nombreux, parce qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas encore là, mais qui sont un peu plus loin. Qui vont pas tarder, oui. Voilà, et puis encore veut-il s'approcher d'ici, parce que c'est des gens qui sont particuliers. Mais donc voilà, quoi, faire autant de kilomètres pour venir et puis de voir que les Parisiens si proches de l'action ne sont pas prêts à se bouger, on se demande nous en province, voilà, où est la solution? Si on vraiment veut sortir, c'est avec eux aussi, hein, pas que nous, mais avec eux aussi. On va préciser que tu viens du Périgord, hein, donc tu as fait comme la plupart d'entre nous environ 500 km si c'est pas plus. Voilà, dans les 600 km, donc faut savoir ce que les gens y veulent. Hein. Et alors tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que toi tu as petit à petit glissé vers de l'actualité alternative et plus l'actualité mainstream? Qu'est-ce qui a créé en fait ton début d'éveil politique? Oh là là, depuis très longtemps, mais ça fait je sais plus combien d'années que j'ai décroché de la télévision, même la radio de même. Hein. Et puis depuis l'évolution de l'internet, j'ai eu la chance de participer à connaître le début de l'informatique, donc je me suis mis très tôt, et donc cette capacité d'avoir les réponses aux questions posées. J'avais plus besoin de la télévision, des journalistes. À partir du moment où différentes informations me rapportaient la même chose, c'est que l'information était bonne. Et puis voilà, donc après les médias, à force de suivre les affaires que je découvrais par l'internet et ce qui en a été avancé dans les médias, il est certain qu'on se rend compte que c'est tout à fait... On est manipulé par les médias, on est trompé par les médias. Anne Romanoff dirait « on ne nous dit pas tout ». Voilà, donc on en est là. Donc, et puis en plus, ils touchent des thunes de l'État, c'est les impôts des Français, qui sont refilés à des sociétés plus ou moins semi-privées. On prend Radio France, où on a fait le siège pendant quelques mois. Voilà, c'est une... on dit le domaine public, mais non, c'est plus du tout le domaine public, puisque Radio France appartient à une partie de certains gens qui sont privés. Les France Bleu sont également dans le même type. Et puis voilà. Est-ce que tu penses que les journalistes sont recrutés pour leur idéologie? Parce qu'ils sont raccord avec... Voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont une charte. Ils ont signé une charte en rentrant dans leur entreprise. Et donc c'est en fonction de la ligne directrice du rédacteur en chef, la ligne éditorialiste, qui fait que le mec il va être embauché ou pas. Mais, je vois mal un mec qui aurait des tendances très capitalistes aller s'exprimer dans un journal comme Rouge ou Libération qui se veut un peu plus à gauche. Donc voilà. Je dirais que les militants de chaque parti le savent. Les communistes achètent l'Humanité. D'autres achètent Le Point, d'autres, voilà, Le Figaro pour certains gens de droite. Voilà, donc ça démontre bien qu'en fonction de notre appartenance et notre idéologie en tant que journaliste,
eh ben, on pourrait avoir tendance à déformer notre information qu'on aimerait bien faire passer. Et après, la ligne directrice du rédacteur en chef, c'est là où ça... Voilà, c'est lui. Et dans le public, toi, ça te choque de voir qu'il n'y a pas tout bêtement une diversité d'opinions et même de regards idéologiques pour traiter l'information? Et ça sera impossible à partir du moment où, justement, si c'est le rédacteur en chef qui décide des sujets qui sont traités, en fonction de l'appartenance ou des orientations politiques ou des choix politiques du rédacteur en chef, ça fait taire tous les autres, tous ces gens qui pourraient être opposants aux idées, à l'idée, parce que maintenant on est là, hein, c'est l'idée unique et puis on veut faire penser les gens comme tout le monde. C'est plus facile à diriger, c'est plus facile à maîtriser, à gérer. Donc voilà, et nos médias et tout ça, et ben, ils sont en train de nous, bien conditionner nos enfants et tout le monde, quoi. On y va. Ce qui est malheureux, c'est de voir que les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est comme l'Union européenne, elle est en train de nous massacrer. Et puis les gens, ils ne se rendent même pas compte, ils font pas la relation. Mais dans nos réseaux, les gens qui sont très opposés à tout ça et qui connaissent bien les sujets, ça représente quand même plusieurs millions de gens sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de milliers à minima qui sont très bien éduqués. Et qui pourtant, à part s'indigner sur les réseaux sociaux, ne font strictement rien. Ils osent pas. Oui. Mais pourtant, tu vois, nous, on n'est pas riches. Hein. Tous les deux, on sait très bien qu'on a des petits revenus. C'est un truc que j'ai vu depuis le temps que je me bouge dans la dissidence et dans le militantisme et les choses. C'est le rapport d'égo de personne. Et il faudrait que chaque personne mette un mouchoir sur son ego et puis vienne en tant que citoyen, tout simplement. Peu importe qu'on soit ci ou qu'on soit là, qu'on soit déjà citoyen. Et puis être citoyen responsable, c'est-à-dire accepter que même si l'autre il ne pense pas complètement comme moi, en tout cas sur cette action-là et sur cette idée-là, il pense comme moi. Donc regardons ce qui nous rassemble et puis arrêtons de chipoter pour des trucs à la con. Alors là, aujourd'hui, on est à côté de l'Assemblée nationale. Pour réclamer la destitution d'Emmanuel Macron, c'est quand même le bon lieu, puisque seuls les députés, les parlementaires peuvent faire saisine de l'article 68 de la Constitution pour justement demander la destitution du président de la République. Comment ça se fait que finalement tout le monde veut aller dans des tas d'endroits un peu inutiles, on va dire, dans Paris, mais pas là où en fait il y a de la logique opérative? Moi je pense effectivement que ça rejoint cette histoire d'égo de personne, sauf que l'Assemblée nationale c'est quand même là où parlementent tous nos députés. Nos députés, si on regarde la Constitution, ce sont nos représentants. Nous citoyens qui sommes dans notre coin de France, dans notre circonscription, nous avons voté pour un député. Or il s'avère qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, un nombre de députés, 577, il y en a plus de 300 qui sont LREM. Résultat, ceux d'opposition, parce qu'il faut un certain nombre de députés et de sénateurs pour faire appel à la Haute Cour de justice pour destituer notre cher monsieur Macron. C'est vrai que le nombre de députés d'opposition sont en nombre restreint. Mais ils sont suffisants pour ne serait-ce que enclencher au moins la procédure et envoyer à la commission des requêtes. Au moins enclencher la procédure, oui, ça c'est jouable. Après, il faut convaincre, donc il faut que les gens des circonscriptions viennent trouver leurs députés pour les inciter à participer, voilà, à ce mouvement, parce que s'il y a assez de députés pour lancer l'opération, qu'on le fasse. D'accord. Et tu as une explication sur le fait que par exemple à la France Insoumise ou au Front National ou à DLF ou ailleurs, ils n'avaient pas cette logique de se dire on va mettre en branle l'article 68 de la Constitution en disant d'opposition? Voilà, moi je pense qu'on est encore dans cette histoire où on est plus dans les apparences que dans la... Voilà, c'est les politiques, il y a un système qui est mis en place, le citoyen sera toujours appelé à payer tous ces passe-droits, tous ces privilèges qui s'octroient, que ce soit Madame Brigitte Macron ou les autres, il y a la thune du citoyen qui est gaspillée et puis il faut arrêter ça. Voilà. Mais il faut que le citoyen vienne le dire clairement haut et fort, de façon à ce qu'on puisse vraiment passer à autre chose. C'est le système qu'il faut foutre en l'air, sinon on continuera. Mélenchon, la gauche, Marine Le Pen, machin, etc. etc. C'est le système politique, ils ont grandi avec,
ils vont pas, on va pas mordre la main de celui qui nous donne à manger. Le système leur apporte, voilà. La politique, c'est par conviction, c'est pas un métier. Quand j'étais môme, les politiciens, ils faisaient pas de carrière comme ils l'ont fait. Par contre, ouais, c'est vrai qu'après, une fois être rentrés en politique, ils avaient des places qui leur permettaient de faire carrière. Là, quand je vois qu'on file une retraite à vie, pardon, à un député ou un ministre ou un truc comme ça, merde, c'est l'argent du peuple qu'on gaspille. Voilà quoi, il faut savoir ce qu'on veut faire. Bah écoute, je te remercie et puis on reviendra à toi tout à l'heure pour d'autres témoignages. Avec plaisir. Alors on va aller consulter d'autres personnes. J'ai vu que vous venez d'arriver, je suppose que vous étiez informé. Est-ce que vous acceptez de nous confier un témoignage? Si vous voulez répondre à des questions, si vous voulez. Ouais. Alors, tu veux bien nous donner ton prénom pour commencer, nous dire d'où tu viens? Je suis Leandro. Oui. Je viens de la Dordogne. D'accord. Tu fais partie du groupe Colère, c'est ça? C'est moi qui ai créé les groupes Colère. D'accord. Et j'ai créé Vous en avez marre et tout ça. Et on vient de la Dordogne avec moi et mes amis. D'accord. Et puis notamment Sylvain aussi que j'interrogeais juste avant. Je sais que vous avez eu quelques problèmes pour vous garer, pour trouver... Pour trouver les rues et tout ça, les stationnements dans Paris et tout ça. C'est le bordel. Hein. On est venu à 4 voitures, je crois, ou 5, je sais plus. Alors comment vous expliquez que... bon, moi je suis du sud-ouest aussi, donc je sais que ça se bouge bien dans le sud-ouest, il y a beaucoup de militantisme. En province de façon générale ça se bouge pas trop mal, mais là on est sur Paris et qu'est-ce qu'on constate, c'est que les Parisiens encore une fois sont les grands absents et ceux qui sont là c'est ceux qui ont fait des centaines de kilomètres. Donc quelle est votre réaction un peu par rapport à ça? Ouais, énervé. Je suis énervé, ouais, je suis énervé. T'aimerais bien un petit peu que les plus proches des lieux d'action soient les premiers à se mobiliser et puis... C'est ça. Moi je fais presque 600 km pour venir là. On va dire j'ai autre chose à faire quoi. Donc ce qui va se passer s'il n'y a rien du tout, quand je rentre à la maison, je ferme tous les groupes Colère et je ferme mon groupe Vous en avez marre, c'est maintenant. Et peut-être que ceux qui sont dans les groupes voudront continuer aussi. Non mais je m'en fous. D'accord. Parce que je préfère être radical et c'est comme ça parce qu'il n'y a aucun effort dans chaque département, il n'y a aucun effort ici. Ça sert à quoi? Franchement ça sert à quoi? Je passe du temps, des heures, des nuits, des journées. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi pour me démerder, pour trouver des rendez-vous, des points de lieu et tout le bordel, trouver des voitures, des personnes et tout ça. Pourquoi? Pour rien. Alors comment t'expliques, que ce soit dans la psychologie collective ou la sociologie, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent, surtout sur les réseaux sociaux, qui sont bien éduqués, mais qui ne font rien? En fait, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant à la télé. Et ils sont bien dans leur canapé. Et ils passent leur temps sur leur téléphone ou leur tablette ou leur ordinateur. Donc ces gens-là, je vais les inviter bientôt à quitter les groupes Colère parce qu'il n'y en aura plus. Les groupes Vous en avez marre, il n'y sera plus. Et ils retourneront avec leur manette de PlayStation et à rezapper devant Plus belle la vie à la télé. Et voilà, moi je m'en fous, moi j'ai autre chose à faire. Et depuis janvier, j'ai créé tous ces groupes-là et au début ça était très bien. Et ça s'est cassé la gueule, je ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le déclic commence à survenir un petit peu dans les esprits, pour que chacun comprenne qu'on est tous indispensables dans ces mobilisations de rue? Le français il a peur. Le français il a peur parce que j'ai eu des gens qui me disent ouais je peux pas venir la semaine, ou j'ai eu des gens qui me disent ouais je préfère être en avance pour savoir en avance pour pouvoir poser des jours pour mon patron. Et ils savent pas ce que ça veut dire une manifestation je pense. Après j'ai demandé à faire des manifs le samedi. Ouais. Et les gens ils viennent toujours pas, il n'y en a pas beaucoup qui se mobilisent, je ne vais pas dire qu'ils viennent pas parce qu'il y en a quand même qui viennent. Et il n'y en a toujours pas assez. Moi j'avais pensé avec mes amis, par exemple Lionel, on va faire ça le dimanche ou les jours fériés. Parce que voilà, comme ça peut-être que les gens ils n'auront pas d'excuses. Mais je pense qu'ils vont me sortir qu'ils ont barbecue avec la mamie ou... Alors comment ça se fait que quand on est en période scolaire, les gens disent bah j'ai la famille, j'ai le chien, j'ai le boulot, etc. donc je peux pas venir. Quand on est en pleine vacances d'été où il y a beaucoup de gens qui ont pris leur congé, c'est pas encore suffisant, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il leur faut? Est-ce qu'il y a une période de l'année particulière qu'on ne connaîtrait pas, qui serait exactement la bonne pour aller manifester? Franchement, je sais pas. Peut-être septembre. Peut-être septembre, on va dire, quand tous les Français ils vont recevoir, ils vont partir en vacances, ils vont revenir dans leur boîte aux lettres, ils vont avoir les impôts. Peut-être qu'ils vont réfléchir, je sais pas. Franchement, je sais pas. Les infos, les nouvelles lois sur les augmentations, comme le 80 et tout ce qui suit, quoi.
Alors, tu veux bien juste te présenter rapidement et nous dire ton prénom? Le doigt contre le 80. D'accord. Périgueux. J'ai fait des stickers et tout ça qui sont bien partis. Il y en a pas mal qui en ont pris. Et il y en a pas mal qui vont suivre en manifestation. Mais bon, après ça s'épuise quoi. Ça s'épuise parce que même s'ils en ont marre, les gens ils peuvent pas te donner leur temps, tous les week-ends où ils ont leur vie de famille. Il y a les enfants, comme tu disais, les chiens, les chats, et puis voilà, et puis ils se lassent quoi. Ils se lassent. Alors à force, je pense qu'il va y avoir des petits coups de poing, quoi, des actions un peu plus fortes. Je pense que c'est quelque part nécessaire parce que même Macron, on l'a vu à Périgueux, nous on a été barrés par les CRS, on était 15, eux ils étaient 30 ou 40 CRS, on nous a dit de reculer quand on mangeait un sandwich. Alors ça devient grave, ça devient grave. Ils ont fait un tri sélectif et tout pour pouvoir recevoir Macron. Voilà, ils ont fait un tri sélectif à la cathédrale au Saint-Front dans la rue. La vidéo, ils prennent pas de face, ils prennent sur le côté, comme ça ils ont l'impression d'avoir du monde. Et s'ils ont pris la vidéo de face, c'était 4 pèlerins qui étaient interrogés et dans la rue il n'y avait personne. Ouais, vide, la rue. À votre avis, la France, ça va ressembler à quoi d'ici 20 à 30 ans? Eh ben, moi, déjà pour la retraite, je pense que je vais vendre et partir à l'étranger direct. Parce que j'ai vu avec certaines personnes, ils sont obligés, certains retraités, ils sont obligés de vendre. Parce que ils touchent moins de sous, moins de retraite. Et pour se faire un petit pécule et aller en maison de retraite et finir leur vie comme ça, quoi. Alors moi je ne conçois pas ma vie du tout comme ça. J'achète, c'est pour acheter, c'est pour garder, c'est pour mes enfants, c'est pas pour l'État. Mais l'environnement général, à ton avis, en France, ce sera scénario à la Mad Max ou quelque chose intermédiaire? Ouais, à mon avis, un jour ou l'autre, il a un truc qui va craquer, quoi. C'est obligé parce que là, il nous prend vraiment pour des ânes. Et encore, le mot il est faible. Et non, un jour ou l'autre, ça va craquer. Et de toute façon, il faut. De toute façon, il faut remettre les choses en place parce que là, les gens préfèrent fuir. Il y a de plus en plus de gens qui râlent, mais pas assez. Et mais un jour ou l'autre, ça va péter. Et un jour ou l'autre, ça va péter. Il va y avoir des actions qui vont être faites. Et puis voilà, on va se faire entendre et il faut qu'ils nous entendent. C'est le président des Français. Et on est français et puis on cotise pour la France et donc voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a le droit de dire ça va pas et puis voilà. Est-ce que tu serais capable de dire à quel moment toi tu es tombé dans le bouillon de l'information alternative? Qu'est-ce qui a été le déclic pour... C'est un copain qui s'appelle Pierre et qui m'a dit un jour, je regardais sur internet tout ça, il est vachement internet et je lui dis arrête Pierrot, tu racontes des conneries et tout ça. Et puis finalement, il ne racontait pas autant de conneries que ça et il m'a prouvé A plus B que c'était vrai qu'il y avait des lois qui étaient passées sous le pied, quoi, sans qu'aucun citoyen le sache. Et de toute façon, ça se met dans tous les jours, hein, gratuitement. Ça, personne ne le sait non plus. Et petit à petit, comme ça, il m'a informé. Et puis après, moi, je me suis informé directement sur Internet et tout ça. Et puis après, j'ai informé même ma fille et tout ça. Après, ça fait une petite boule de neige que, voilà. C'est comme ça que j'ai su. Et de ton côté, tu pourrais dire à peu près à quel moment tu es sorti du mainstream, on va dire, pour commencer à t'intéresser à l'information alternative? Qu'est-ce qui a pu être le déclic? Pourquoi j'ai créé ça? Non, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as cessé d'écouter la doxa de façon générale et t'intéresser à de l'information alternative? Qu'est-ce qui t'a permis de te brancher en fait sur des informations qu'on ne voit absolument pas dans les grands médias publics ou privés? Parce que... comme BFM, tu t'es éveillé. Voilà. Parce que je savais que c'était que du pipeau. C'était déjà un ressenti, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement à aller chercher directement l'information? Parce que moi je suis quelqu'un de la rue. Ouais. Je suis quelqu'un de la rue, j'ai vécu 17 mois à la rue en tant qu'SDF et tout ça, en étant mineur. Et après je m'en suis sorti par moi-même et tout ça. Et quand je vois au jour d'aujourd'hui, avant de créer tout ça, et ben, je me suis dit les gens ils sont dans la merde. Et tous les jours de voir des gens qui sont dans la merde, ça me faisait chier. Tu cherchais à comprendre. C'est ça, voilà. Moi je suis la systémique. personne, quand je me promène dans la rue, je vois un SDF, voilà, je lui donne à manger. Je lui donne pas la pièce, je lui donne jamais la pièce. Je vois un truc à manger, je lui paye, je lui donne à manger.
Et ça, on en voit tellement. J'ai des amis, ils payent plus leur loyer. J'ai mon cousin, ça fait je sais pas combien de mois, il paye plus son loyer. Comme moi, j'ai arrêté de payer mon loyer. Ça, on est deux, c'est multiplié par je sais pas combien de personnes. Et les gens, ils le disent pas parce qu'ils ont honte, peut-être. Mais il y a énormément de Français comme ça. Ils peuvent pas payer leurs factures, ils peuvent pas manger. Et ça, c'est un ras-le-bol. J'ai eu marre et c'est pour ça que j'ai dit ouais, il faut faire quelque chose. Alors, avant d'aller interroger d'autres personnes, je vais conclure pour vous deux par une même question. Est-ce que si je vous dis les mots révolution, destitution de l'oligarchie, c'est des gros mots pour vous? Non, c'est très important parce que, comment vous dire ça? C'est une destitution, pour moi, il faut que Macron saute parce qu'il enfonce la France. Il enfonce les Français, quoi, les Français moyens. Déjà, les Français pauvres, il les a enterrés. Alors, les Français moyens, c'est ce qu'il est en train de faire avec les Français moyens. Et ils veulent réellement garder les Français qui ont des grands statuts et tout ça. Ils s'en foutent après des petits Français moyens et des SDF et tout ça. Parce que Macron, il avait dit, il me semble, que les SDF, c'était en 2018, il ne devrait plus en avoir dans les rues. Il y a un truc comme ça, j'avais pas entendu ça. Ouais. Le problème, c'est que même à Périgueux, par contre, quand il est passé à Périgueux, il n'avait pas un seul SDF dans la rue. Tiens donc. Ça, c'est bizarre. Mais par Miracle. contre, 2 jours après, il y en avait plein. Alors donc, il ment au peuple. Il fait une fausse information. De toute façon, entre BFM TV, ça, c'est des fausses informations. C'est pour ça que je me suis foutu sur le net. Parce que On l'a vu aussi avec Banala. Là. Au moins, on a des infos qui sont justes. C'est comme la Coupe du Monde 2018. Nous on manifeste, on a les CRS, eux ils font la fête, ils cassent tout, ils volent tout. Eh bien, personne n'a réagi. C'est même pas passé dans les médias. À ma connaissance, pour l'instant, c'est pas passé à la télé, ni sur BFM, ni sur TF1. Ils ont juste montré le car qui passait, c'est tout. Voilà, alors donc je trouve ça... Ils ont fait un scandale pour le bus qui va trop vite. Et ils n'ont pas montré ce qui s'est passé derrière dans les banlieues et tout ça. Et alors toi, pour les termes révolution, destitution, c'est pas des gros mots non plus? T'es chaud pour qu'on foute en l'air cette oligarchie une bonne fois pour toutes? J'ai peur de rien. J'ai eu même des problèmes à cause des gros Facebook. Je me suis retrouvé en détention. Je suis ressorti de détention. Voilà, moi je recommence. S'il faut, je retournerai en détention. Et puis c'est pas grave. Ils me mettront encore plus longtemps en prison. C'est pas grave, je m'en fous. Moi je veux faire quelque chose pour ma compagne. Elle a 3 enfants. Moi j'ai 2 enfants. Voilà. J'ai pas envie de me foutre dans la merde. J'ai pas envie de foutre mes enfants dans la merde. Moi je sais que si la France elle est comme ça, moi je vais partir. Je veux partir. Si c'est comme ça dans 5, 10 ou 15 ans, comme tu disais tout à l'heure, moi je me casse. Hein. J'ai de la famille au Portugal, je retourne au Portugal. Hein. Et toi d'ailleurs, comment tu vois la France d'ici 10, 20, 30 ans? Si les Français font rien, le pays sera merdique, pourri. Les gens ils dormiront tous à la rue. Bah écoute, je te remercie pour ton témoignage, je vous remercie tous les deux de façon générale. Je vais interroger un peu les autres camarades. Après si tu veux des questions, il y en a plein là-bas déjà. Ok, bah on va aller voir ça après. Et on a fait quand même 500 bornes à tourner à Paris. On est 10-15 à peu près. Et puis, donc on répète bien pour les Parisiens. Et on est du 24, de la Dordogne. On est à fond, on vous soutient et puis voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors nous allons interroger mon ami Davy qui est le signataire de la déclaration d'aujourd'hui. Bon alors Davy, première question pour t'embêter un petit peu. Comment ça se fait que tu n'as pas fait gaffe au lieu qui a été indiqué par la préfecture? Parce qu'ils nous ont quand même un peu baisé la gueule. Ouais, bah ils ont baisé la gueule, On peut pas compter sur toi, bordel de merde. On peut compter sur personne peut-être, j'en sais rien. Je te charrie Davy. Ouais, pas de soucis, non, mais en même temps j'en profite pour dire que voilà, on sort d'un, comment dire ça, on sort d'un quinquennat récemment là. Ouais, dégueulasse, oui, on peut dire ce qu'il est. Hollande, les gens l'oublient que voilà, le quinquennat passé là, c'était, il y en a plein qui se sont pris plein la gueule, voilà. Et ils en reveulent encore. Et ils en reveulent encore. Je pense qu'on leur a fait oublier, c'est-à-dire qu'on leur a fait oublier que c'est la même sauce à laquelle ils vont être mangés, mais sauf qu'on leur a enlevé un petit peu la douleur.
on leur a enlevé quelque chose, voilà. C'est-à-dire qu'on déplace un petit peu les problèmes et tout ça, mais c'est toujours le même Pourtant, problème. Macron, il est assez arrogant, il nous insulte constamment et puis il nous dit qu'il va nous... et clairement, il est assez clair pour dire, par exemple, la réforme de la SNCF, que vous soyez d'accord ou pas, on s'en bat les couilles, on l'a fait et on vous emmerde. Donc c'est pas forcément moins douloureux sa façon de traiter les choses. Non, mais c'est... Pourquoi je dis moins douloureux? Parce que déjà, d'entrée de jeu, comment dire ça? Vous avez déjà appliqué la vaseline, comme on dit. Tu vois, déjà, même son élection, déjà, tu vois déjà le truc. Tu vois déjà que les gens, enfin, la majorité des Français, pour ainsi dire, ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas de ce type-là. Il y avait même... Les gens ont même oublié qu'il y avait même les ni-ni. Ni Marine, ni l'autre là, Macron. Tu vois, Macaron, je sais pas quoi. Mais, le truc c'est, voilà, on en est là et le truc c'est que voilà, c'est depuis Hollande, si les gens se souviennent bien, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient la mémoire de ce qui s'est passé. Depuis Hollande, il y a eu énormément de trucs extrêmement dégueulasses, tu vois. Et après voilà, lui il a profité pour se glisser et voilà, les gens n'ont pas compris comment ça marche. Les gens ne savent même pas. Toi, tu nous arrives de banlieue, tu es donc le seul parigo parmi nous à défendre finalement l'honneur des Parisiens dans cette affaire-là. Quelle est ton explication sur le fait que la banlieue se bouge pas, en fait, que c'est toujours la province qui monte? La banlieue ne bouge pas. Les Parisiens, même eux qui sont là à proximité, sur place même, ils ne bougent pas. Comment je peux expliquer ça? Tout simplement parce que bon, il y a plusieurs trucs. Hein. Il y a des gens, comme je disais, il y a des gens qui sont vraiment épuisés du quinquennat Hollande et que voilà, le si peu de comment dire ça, le si peu d'écrans de fumée que leur a envoyé les marcheurs. Ça leur a suffi à tranquilliser leur colère. Ils avaient une colère hein, sous le quinquennat d'avant, mais voilà, il faut être conscient qu'il y a un truc qui s'est passé qui a fait que voilà, ils ont oublié ça et qu'on a réussi à leur mettre la vaseline, comme on dit. Et il y a aussi d'autres cas, il y a des gens, ils savent même pas qu'est-ce qui est possible. Ou même, tu pourrais même leur expliquer que ouais, mais il y a tel moyen telle possibilité de révolution qui est possible, c'est cela. D'accord, ouais. Sans plus quoi. Et ils ont beau être sur place, ça ne changera pas. Alors je vais t'interrompre 2 secondes parce que je vois une question où on nous demande où nous sommes. Alors je fais un petit tour là, nous sommes juste à côté du métro Les Invalides, à proximité de l'Assemblée nationale dont les bureaux sont ici, là je les cadre. Donc vous voyez, il y a la rue Constantine, je vais essayer de... Voilà, c'est ici qu'il faut venir, c'est pas la place Édouard Herriot, c'est là où on a eu une baise malheureusement de la part de la préfecture qui n'a pas écouté nos déclarations comme il fallait, mais comme j'étais pas là pour signer, je pouvais pas vérifier. Bon, je vais interroger d'autres personnes, j'ai vu que quelques personnes sont arrivées, je vais quand même interroger un grand ami qui est anglophone et résistant depuis longue date aussi. Salut. Ok, ça marche. Alors, tu veux bien nous donner ton prénom et puis nous dire pourquoi tu es là? Je m'appelle Laurence, j'arrive d'Angers, je suis provincial moi aussi. Et je suis venu parce que tu as fait donc cet appel, très bel article d'abord, où tu nous parles des vrais crimes d'Emmanuel Macron en termes de vente d'éléments de défense stratégique de la France, et puis d'autres choses, hein, les ventes d'armes à Daesh également. Et donc parce que le mec c'est un provocateur, il nous dit de venir le chercher, alors je me rapproche, voilà. Alors comment tu expliques de ton côté? Je pose la même question à tout le monde, mais c'est fait exprès, c'est pour voir si les analyses convergent ou divergent sur certains aspects, mais comment ça se fait que la province bouge beaucoup plus aisément que les parigots? C'est assez mystérieux, je ne saurais pas dire, je ne sais pas. Il semblerait que le patriotisme, il coule plus dans les veines des gens en province peut-être, je ne sais pas, peut-être que les Parisiens sont devenus trop sophistiqués, trop compliqués dans leur tête. Plus assez ancrés à la terre?
Ouais, ils ont perdu le contact un petit peu avec certaines réalités. La vie, c'est pas, la vie n'est pas postmoderne, la vie n'est pas artificielle. La vie, elle est toujours vraie. Maintenant, si on élargit la question, alors je vais pas dire à la population en général parce que bon, c'est très bien tous les conditionnements qui font que le peuple en général ne se mobilise pas et n'est pas forcément bien informé, mais dans nos réseaux dissidents qui correspondent quand même à plusieurs centaines de milliers de personnes à minima sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup, on s'indigne, on dit même parfois on va venir se rassembler quelque part et pourtant on est toujours une toute petite poignée d'irréductibles à venir faire les manifs. Comment ça se fait? Parce que les gens sont feignants, peut-être, sont paresseux un peu. Tout ce qu'il faut faire, c'est sortir. Sortir, venez. Parce qu'il y a des centaines de personnes qui ont dit qu'elles viendraient. Si on était des centaines de personnes ici, il y aurait peut-être même des journalistes des grandes chaînes qui viendraient. Et puis ça se répercuterait dans les grands médias. Et puis ça deviendrait quelque chose. On en parlerait de ce qu'on fait et de l'importance de la chose. Les déclarations d'intention, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut agir. Voilà. Et toi, t'es comment dire, conciliant dans ton esprit ou assez énervé quand même contre tous ces dissidents de canapé qui parlent beaucoup mais en fait ne font jamais rien? J'ai pas envie de me les mettre à dos, donc je vais rester conciliant avec eux. Mais du coup, bougez-vous le cul, quoi, s'il vous plaît. Ça nous fatiguerait moins, on se pourrait se dire... Parce qu'on est là, ça fait des années qu'on bat le pavé, qu'on essaye de démontrer aux gens qu'ils ont vraiment besoin de virer Macron. Avant c'était Hollande, avant c'était Sarkozy, etc. Mais de changer le système, de faire en sorte qu'il soit plus humain, quoi. Et ça fait des années qu'on le fait. On s'échine à vous le faire comprendre. C'est toujours pareil, ça change pas. Mais la situation s'aggrave, de plus en plus on perd nos libertés. Un jour ou l'autre, la porte sera vraiment fermée, puis à ce moment-là, ce sera trop tard pour chialer. Alors parlons de ce un jour ou l'autre. Si on imagine la France d'ici à 20 ans, quel serait l'environnement là tout autour de nous? Qu'est-ce que tu imagines dans 20 ans? À quoi ça va ressembler le pays? Waouh. Alors si on reste dystopique, si on reste avec le même système, etc., je pourrais imaginer des drones partout, des gens qui marchent dans des allées et puis s'ils mettent un pas à côté, va savoir ce qui peut leur arriver, on va leur dire non, c'est pas bien, amende, je sais pas quoi. Putain, je sais pas. La liberté d'expression, tu penses qu'elle sera la même qu'aujourd'hui? Non, je pense pas, non. Surtout qu'il y aura la 5G en plus. Bon, après, on peut parler de beaucoup de considérations. Là-dedans, je pense que les gens, ils auront plus leur liberté de penser. D'accord. Alors, je disais aussi que tu es anglophone, que tu es un journaliste à base qui suit d'assez près l'actualité géopolitique. Je vais te faire répéter un petit peu la question que je te posais tout à l'heure sur Trump, qui est un ovni, on va dire, dans ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Est-ce que, selon toi, le type est rassurant par rapport à ce qu'on voit habituellement avec les néoconservateurs qui jusque-là s'étaient accaparés le pouvoir aux États-Unis, ou il n'est en fait pas plus rassurant que les autres et les risques de guerre restent bien réels, mais simplement c'est les territoires, les théâtres d'opération qui vont changer, on va dire? Les risques de guerre, à mon avis, restent là, parce que c'est la méthode des États-Unis de pratiquer le capitalisme agressif par la conquête militaire, par tout un tas de moyens illégaux et criminels. Ils ont toujours fait ça. Bon, c'était le Royaume-Uni, maintenant c'est les États-Unis. Et non, Trump change un petit peu la politique maintenant des États-Unis parce que en face donc de cet empire occidental, il y a eu beaucoup de résistance. Vous avez la Russie qui a démontré sa puissance militaire et sa capacité de s'autogérer, de se suffire à elle-même. Vous avez aussi la Chine qui est devenue la grande puissance commerciale du monde. Et ces deux nations font bloc. Résiste donc à l'empire occidental et c'est pour cette raison que Trump est obligé de changer la politique des États-Unis. Donc c'est une bonne chose, mais il reste toujours aussi dangereux. L'état profond, le contexte militaro-industriel aux États-Unis
demeurent aussi dangereux et il ne faut pas lâcher la pression sur eux de la part de la Chine, de la Russie. Et pour ce qui est de nous, il faudrait qu'on reprenne le pouvoir en Europe pour pouvoir avoir davantage de voix. Ce qui se passe en Italie, c'est très intéressant avec Salvini et ce serait bien que ça se répande un petit peu à travers l'Europe. Voilà ce que j'en pense. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Je vais en prendre quelques autres et puis je reviendrai certainement à toi plus tard. Ça marche. Pourpre, Oui, tu es avec nous toi aussi. Oui. Si tu permets, je vais m'asseoir parce que je commence à fatiguer là. est-ce que je pourrais additionner un tout petit truc sur les réseaux sociaux Ah, mais je t'en prie. Alors, par rapport aux réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, ils n'ont que le nom. Hein. Les réseaux sociaux, comme on les appelle, principalement, c'est YouTube, Facebook. C'est-à-dire, ce sont des sociétés et qui participent à certains projets, en particulier ce qu'ils appellent le transhumanisme, l'intelligence artificielle. Donc ils n'ont rien de véritablement sociaux. L'intérêt des réseaux sociaux, c'est principalement vis-à-vis des partages, puisque si on parle de Facebook, il en est un grand nombre qui passent leur temps, qui s'occupent à rechercher des petites phrases qui pourraient être le plus likées, qui pourraient le plus plaire, ou des documentaires, des informations, et qui partagent comme ça à outrance. Donc c'est plus un réseau de partage, plus que des réseaux sociaux. Ce sont des gens à qui dire suffit. Donc ils vont dire oui, je vais le faire, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire. Et puis en réalité, une fois qu'ils ont dit ça, ça leur suffit et ils ne sont plus dans l'action. Alors que le principal, ce n'est pas de dire, mais de faire. Et ce n'est pas sur le virtuel que l'on fait, c'est au niveau du réel. est-ce que tu n'as pas l'impression que les réseaux sociaux sont aussi une façon de nous endormir parce que c'est tellement confortable d'être devant son ordinateur à pouvoir partager ses propres opinions, à être dans l'entre-soi pour dire avec d'autres personnes « Ah bah tiens, c'est cool, on est d'accord sur la même chose », mais finalement c'est quand même moins fatigant que de se dire on va se bouger réellement sur le terrain, on va aller manifester, on va se mobiliser. Est-ce que les gens n'ont pas le sentiment, en fait, quand ils sont sur les réseaux sociaux, le sentiment d'exister politiquement, de résister politiquement, alors qu'en fait c'est rien, les réseaux sociaux ne sont pas un vecteur de résistance. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en fait qui crée de ces conditionnements à l'immobilisme? Bien sûr. Alors effectivement, ils sont bercés, ils se bercent même dans une forme d'illusion quant à l'importance qu'ils peuvent avoir. C'est quelque chose de voulu, c'est une forme... Tout à l'heure tu demandais pourquoi il y avait plus la province présente que D'ailleurs toi-même tu arrives de province, hein, on le précise. Pardon? Tu arrives du sud de la France toi aussi, hein? Oui, mais je suis un nomade, donc je tourne sur toute la France, je suis régulièrement sur l'île de France, donc je ne suis pas particulièrement un provincial, ni un parisien d'ailleurs. Je suis plus un élément de vie à forme humaine, masculine, qui prend soin de tout ce qui l'entoure et pas simplement des êtres humains, des réseaux sociaux. Mais c'est le terrain qui est réellement important. C'est pratiquement, réellement, par le biais d'une information, d'un maillage populaire, d'une structuration, non pas des réseaux sociaux, mais des réseaux dissidents, des réseaux bienveillants, des réseaux associatifs, collectifs, éventuellement, je ne dirais pas communautaire parce qu'il y a une connotation à l'idée de communauté péjorative, oui. Voilà, que je n'aime pas beaucoup, mais c'est pratiquement qu'on va arriver à s'en sortir si on arrive à fédérer les gens engagés, déterminés, les gens qui ont envie d'être actifs, ou en leur proposant de l'être, en leur donnant envie de l'être. C'est de cette façon-là qu'on va s'en sortir. C'est pas par le biais des soi-disant réseaux sociaux. Ouais, mais la difficulté, c'est que si tu prends des gens comme nous qui sont donc des vrais militants actifs, à proprement parler, des activistes de tout poil,
on représente finalement quelques milliers de gens à travers la France, mais sur plein de causes différentes. Donc c'est difficile de nous fédérer sur des causes communes. Et on a quand même besoin à la base d'avoir des gens qui ne sont pas forcément aussi investis que nous, mais qui comprennent ce que l'on fait et qu'on est un petit peu là pour donner exemple et inciter les gens à se bouger. Donc des gens comme nous, dans 10 ou 20 ans, si les dissidents de canapé ne se bougent pas, qu'est-ce qu'on va devenir nous? Ça va commencer à se dégrader pour nous, à ton avis, avec l'État? On va commencer à nous faire fermer notre gueule de façon plus radicale, puisque de toute façon... c'est en cours. Tout à l'heure, tu parlais de la liberté d'expression. Évidemment, ils vont faire plus que nous fermer notre gueule. Ils vont essayer de nous effacer de plus en plus. Ils vont avoir du mal parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Mais oui, le but, c'est de nous empêcher, pas simplement d'exister, mais surtout de nous exprimer. Parce que le système et tous ses méfaits existent par le biais du secret. Le secret d'État, le secret défense, le secret professionnel, le secret bancaire, le secret des affaires. Là, bientôt, le secret de l'information avec leur loi sur les fake news. Donc, arriver à nous faire taire, à nous empêcher d'exister, pas simplement humainement, mais politiquement, qu'on soit démis de tous nos pouvoirs, de toutes nos possibilités. Et effectivement, c'est le but, par une forme de simplification. On parlait des intérêts. Beaucoup de gens sont préoccupés ou occupés tout simplement. Ils sont distraits, ils sont divertis, ils sont dévoyés pour leur faire perdre de vue l'essentiel, les bases. Et surtout, qu'ils ne puissent pas réfléchir à l'avenir. Cet avenir-là, si on continue de cette façon-là, ben, il s'avère être très sombre. Alors ça m'interpelle ce que tu me dis, parce que moi j'ai le sentiment aussi que c'est un des phénomènes politiques que l'on ressent, c'est justement cette logique où on ne réfléchit plus à l'avenir, on ne se projette plus, on n'évalue plus ce qui pourrait se passer dans le futur. Les gens n'arrivent même plus à se représenter à ce qui va se passer d'ici 20, 30 ou 40 ans. Toi, à ton avis, dans 30 ans, si c'est rien passé, si on ne s'est pas soulevé, si on n'a jamais renversé l'oligarchie, à quoi ressemblera la France? Alors la France, je suis désolé, hein. C'est pas que je ne me sens pas patriote, je ne suis pas nationaliste. Il me semble que... Étendons à l'Europe ou l'Occident si tu préfères, mais enfin c'est une façon de... Au monde entier. Comment je vois le monde entier? Parce que ce n'est pas qu'en France que les choses vont se produire ou se dégrader ou s'améliorer. Oui, mais on peut se douter que ça ne va pas être exactement la même façon de se dégrader en Afrique, en Amérique du Sud, en Chine ou en Europe. Les repères culturels, les systèmes économiques, sociaux, politiques, etc. sont différents. Donc c'est pour ça que je te précisais plutôt par rapport à la France, puisque c'est quand même le pays qui nous concerne au premier chef. C'est surtout que c'est un des pays par lequel pourrait émerger la révolution dont tu parlais tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui n'aspirent pas à la révolution, parce que on connaît les révolutions, hein, mis à part leur pseudo-révolution verte agricole, là, on a bien vu qu'elle n'est pas verte du tout. Les révolutions, elles sont rouges, hein, elles sont sanglantes, et nous n'aspirons pas à la violence et à abreuver nos sillons de sang impur. Nous aspirons plus à une autre évolution. Alors, nous l'appelons la réévolution. Une autre évolution est possible. Et si on ne fait rien, on parlait de la facilité, de la simplicité, la possibilité de plus en plus simple à accéder à tout par le biais de crédit, de dette. Voilà, le système, c'est la dette, donc soumettre les gens à un maximum de dettes pour
pour consommer, pour leur donner l'illusion d'exister, alors qu'en réalité ils passent à côté de plein de choses, principalement de qui ils sont, de ce que pourrait être leur vie si arrivaient à découvrir de véritables vocations. L'avenir, si on ne fait rien, je le vois très sombre. Cette évolution vers la simplicité, vers la facilité, vers une forme d'abêtissement, d'inintelligence qui justement justifie une autre forme d'intelligence, un rajout d'intelligence, cette intelligence artificielle dont nous commençons à manquer et qui va nous manquer de plus en plus. Je vois bien la plupart d'entre nous avec des formes de casques virtuels se promener dans des villes sans arbres, complètement déshumanisées, sans rapport avec le tout auquel on participe. Est-ce que l'on vit pour travailler? Est-ce que l'on naît pour... est-ce que naître du verbe naître, hein, est-ce que la logique humaine, la logique de la vie, que l'on expérimente plus ou moins longtemps, mais enfin moins d'un siècle au final de temps d'expérience de vie, c'est fait pour mettre au boulot dodo et un système comme ça, ou c'est fait pour expérimenter autre chose? Alors, je ne sais pas, mais j'ai vu dernièrement une petite phrase qui m'a fait rigoler, et on pense qu'elle aurait pu être dite par Coluche. C'est si le travail était aussi intéressant et important, les riches le garderaient pour eux. Hein, et le travail, bon, c'est au niveau étymologique, c'est... Coluche disait que c'était pas du travail que les pauvres demandaient, l'argent leur suffirait. Ouais, voilà, il ne manque pas de travail, de l'argent leur suffirait, effectivement. Mais le tripalium, c'était à la base une torture, c'était le travail des membres du corps. C'était pour punir des gens qui avaient mal agi. C'était une punition, une torture. Aujourd'hui, c'est devenu une forme de torture, d'esclavage moderne. C'est quelque chose d'établi et étant servi comme le système qui est dans l'inversion permanente, comme quelque chose de sain. Le travail, c'est la santé. C'est indispensable de travailler, il faut travailler, et de le servir comme quelque chose d'obligatoire, c'est le système qui le veut. Pour ma part, le travail n'est pas quelque chose de sain ni d'indispensable. Il me semblerait beaucoup plus opportun de révéler les vocations, de trouver à chacun d'entre nous un sens, à sa participation, plus qu'à l'existence, à ce qu'on pourrait appeler une autre société, une autre façon de vivre ensemble. Peut-être un métier, peut-être lui permettre d'œuvrer de la façon qui lui correspond, qui lui permet si ce n'est de s'épanouir, en tout cas d'être heureux, de pouvoir faire sa part, quelle que soit l'utilité qu'on pourrait essayer de lui permettre. Et non plus une quête obligatoire d'un travail qui en réalité n'est qu'une collaboration à une machine diabolique. C'est donner notre sueur, nos espoirs, nos illusions, toute notre force intérieure, à l'offrir, se soumettre à l'obligation de l'offrir à d'autres qui vont en profiter plus que nous, et puis une forme de pyramide, et au final pour n'enrichir entre guillemets, parce que la véritable richesse n'est pas au niveau du papier pour ma part, hein, mais pour profiter avec une toute petite partie de la population qui en plus n'est pas saine, qui n'aspire pas au bienfait et à l'intérêt général. Donc bon, le travail, non, pour ma part, je pense qu'il est d'autres possibles à développer. Ok, voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup. On va faire une dernière petite interview de quelqu'un, et puis ensuite on va faire une pause et on reviendra plus tard. Alors Jean-Baptiste, tu viens de nous arriver
il y a quelques minutes, donc tu es puni à ton tour. Je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée Mais si. de m'interviewer. Oh si, j'ai même, j'ai même décliné tes fonctions hein, dans la vie. Tu es le président de l'association des décrocheurs, on se connaît bien parce que, oh là 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 là, attention. Tu ne décroches pas toi-même de drapeau européen, enfin il me semble qu'il y en a un qui a peut-être été dans ton collimateur à un moment, mais Si, c'est arrivé, si. c'est quand même arrivé. Mais bon, tu es quelqu'un qui est à la base très hostile à l'Union Européenne, l'Euro et l'OTAN. Avec toi, on a donné une conférence aussi sur l'armée française dans sa construction, on va dire, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et tu es quelqu'un aussi qui maîtrise assez bien la question de la Révolution française et notamment la Robespierre. Alors j'en profitais un petit peu là pour faire un peu de culture. Exactement, dont c'était l'anniversaire hier et aujourd'hui d'ailleurs. Alors j'en profitais que je suis avec toi puisque tu connais quand même bien cette période-là et puis le personnage Robespierre. Qu'est-ce qui est mystifié sur ce personnage-là et qu'est-ce qui est vrai à ton sens? Ce qui est vrai, c'est quelqu'un de sanglant. Dans sa dénonciation des dangers qui guettaient le mouvement révolutionnaire, le fait que ça se fasse récupérer par les forces de l'argent. Il ne l'a pas formulé exactement en ces termes-là, mais c'était à peu près l'idée. Ça là-dessus, il a été assez clair, il a été assez lucide sur les risques qu'encourrait la révolution si on y prenait garde. D'ailleurs, il n'est que de relire son dernier discours, que moi je ne trouve pas être un chef-d'œuvre. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses ratées dans ce dernier discours, mais il y a quand même des passages assez lumineux et notamment à certains moments, il est assez prophétique sur ce que va devenir la révolution. À un moment donné, par exemple, il dit qu'on leur saura même plus gré de tous les, la postérité leur saura même plus gré de tous les efforts qu'ils ont rendus. On va les rendre responsables. On va les rendre les uniques responsables de la terreur. On va accroître démesurément les méfaits de la terreur. On va tout leur mettre sur le dos. Et on va faire ça pour se laver les mains de ce qui est arrivé. Aussi, voilà, alors justement, Robespierre et la terreur, est-ce que c'est il est totalement impliqué jusqu'au cou ou c'est beaucoup plus compliqué? Il est impliqué, ça on peut pas dire le contraire. Il est impliqué. Mais bon, moi par contre, ce qui m'intéresse. Attends, je vais faire une pause parce que j'ai les policiers qui voudraient nous interpeller. Vers quelle heure vous partez pour le cortège? 14h. 14h, c'est sûr? Ouais. Ok, super, merci. Il est impliqué dans la terreur. Par contre, voilà la chose que je voulais dire. La chose que je trouve le plus discutable, en tout cas pour parler des mythes, c'était la deuxième partie de ta question. Ce qui est mythifié autour de Robespierre, ce serait le fait qu'il aurait exercé une dictature personnelle. Là, ça c'est mythifié et du coup, quand on a accepté cette fausse vérité que Robespierre a exercé une dictature personnelle, en effet, cela découle de, c'est le maître de la terreur. Et moi, voilà, ce que je conteste, je ne suis pas le seul. Désormais, il y a d'autres historiens, il y a des vrais historiens comme Jean-Clément Martin qui le disent, c'est que non, il n'a pas été le dictateur. La nuance, c'est qu'il a participé à une dictature collective. Une dictature collective qui était composée de 2 comités. Si vous rassemblez les membres des 2 comités, ça fait 25 personnes à peu près. Donc voilà, il a participé à une dictature collective de 25 personnes et au moment de sa chute, en fait, il s'est clairement froissé avec une grosse majorité des membres de ces 2 comités et l'histoire de sa chute, ce sont les 2 gros comités qui dirigent la France à ce moment-là, qui se débarrassent de lui.
lui a beaucoup reproché d'avoir voté la mort du roi, mais quand j'ai lu en fait un extrait de son discours sur cette affaire-là, il disait en fait que ce qui l'intéressait c'était de voter la responsabilité du roi, mais la peine de mort en lui-même, il ne l'avait pas demandé. C'est simplement que comme la majorité des députés exigeaient la peine de mort pour certains crimes, le roi allait, s'il était accusé de trahison, allait nécessairement être condamné de la peine de mort, qui était la plus dure. Mais en gros, il faisait nuance dans ce discours. Il disait la peine de mort existait. Le roi était, excusez-moi, mais le roi de France était quand même, Louis XVI était quand même coupable de haute trahison. Moi, je vois pas. Alors, quand on déclare la guerre à toute l'Europe et qu'après on envoie les plans à son cousin, l'empereur du Saint-Empire, en leur disant voilà, on est là, on est là, on est là. Bon, moi, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça de la haute trahison. Donc, je trouve que, en l'occurrence, voilà, il était coupable de haute trahison et la peine de mort existant, eh bien, en effet, le prix à payer pour la haute trahison était logiquement la mort. Donc voilà, il s'inscrivait dans cette logique. Voilà, il y a plusieurs choses en fait quand on réprouve les excès de la terreur ou la mort de Louis XVI. Il y a plusieurs choses. Il y a premièrement, est-ce qu'on approuve ou pas le fait que, est-ce qu'on approuve ou pas la condamnation à mort? Moi, je suis plutôt contre. À partir du moment où elle est là et où des gens sont reconnus coupables, il y a des gens qui sont condamnés à mort. Pendant la terreur, il y a eu beaucoup d'innocents qui sont morts. Je tiens à préciser quand même que la terreur, c'est-à-dire le processus judiciaire qui a été installé à partir de septembre 92, c'est pas des millions de morts, c'est pas des centaines de milliers de morts comme aiment à le prétendre certains, c'est à peu près 25 000 personnes sur toute la France, les gens condamnés par les tribunaux révolutionnaires. Après, il y a eu d'autres morts qui font partie de la guerre civile, puisque le pays était en guerre civile et en guerre contre à peu près le monde entier. Donc voilà, ça a été une période extrêmement dure, ça a été une période de guerre civile, où la France a été soumise à un effort de guerre qu'elle n'a connu à nouveau qu'en 14-18, enfin, qui a été largement dépassé en 14-18. L'effort de guerre était encore nettement supérieur, on était rentré dans l'âge industriel. Mais donc voilà, la France était soumise à un effort de guerre assez hallucinant pour qu'on s'en sorte, et mine de rien on s'en est sorti à ce moment-là. On a réussi à repousser l'ennemi sur toutes nos frontières, mais donc ça a été quelque chose de considérable. Et par-dessus le marché, il y a eu une guerre civile, et il y a eu une terreur pour répondre en partie à cette guerre civile. Tu soulèves un sujet, là je vais faire une assise ailleurs, mais qui est assez intéressant. Quand on regarde finalement dans l'histoire relativement ancienne comme contemporaine, la France a vécu des crises particulièrement difficiles, entre des guerres mondiales qui auraient pu nous anéantir définitivement, des épisodes révolutionnaires qui étaient tout aussi qui auraient pu faire que le pays se disloque, et en fait finalement tout ça n'a jamais réussi à démolir la France. Alors comment ça se fait que les Français aujourd'hui aient si peu confiance en leur propre pays, en leur propre puissance, en leur capacité finalement à résister à tout ce qui peut nous démolir, avoir une... Je pense qu'il y a eu un travail, culturel, il y a eu on a un petit peu instillé, mais c'est un travail de plusieurs décennies, quoi. On a instillé dans la tête des gens que le politique était impuissant, que les révolutions débouchaient sur le totalitarisme, que la nation c'était facho. Qu'est-ce qu'on a fait, que le socialisme c'était facho. Je parle du vrai socialisme, je ne parle pas du Parti socialiste. Bref,
on a instillé comme ça dans la tête des gens plein de trucs. On les a également encouragés à être des consommateurs plutôt qu'à être des citoyens. Donc voilà, on a le résultat de tout ça. Voilà, Macron, il est en même temps affaibli par l'affaire qui est le prétexte de notre réunion aujourd'hui, mais en même temps, il veut s'en servir finalement pour faire la démonstration que nos propres réseaux sont de toute façon incapables de se fédérer. Voilà, et c'est-à-dire venez me chercher, j'ai l'impunité, et en effet, si on peut pas si on est incapable de se mobiliser faire une démonstration de force, pour lui faire une démonstration de force, eh bien il a raison de ne punir personne, il a raison de faire une com absolument cynique et répugnante. Ça marche. Quel est le risque justement si justement il n'y a pas de démonstration de force qui, au moins d'ici les prochaines semaines, réussissent à l'inquiéter, clairement, à lui faire peur. Vu sa personnalité, à ton avis, quels sont les risques pour les prochains mois, les prochaines années? Qu'il accélère encore plus, qu'il accélère encore plus le plan général qui est absolument pas de lui, hein, qui est suivi depuis au minimum 3 mandats présidentiels en comptant le sien. Avant c'était pas glorieux non plus, mais on était déjà dans une espèce de déliquescence. Mais bon, à partir de Sarkozy, on est quand même parti, vers cette espèce de perspective de fin de tout, quoi. À tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui on considère comme normal des choses qu'on considérait comme hallucinantes sous Sarkozy, et bon là on est vraiment dans une droite continuité. Donc voilà, je pense que les choses vont s'accélérer. Je pense même que si j'ai bien lu un papier hier, M. Benalla a essayé d'aller récupérer à la fourrière sa caisse, quoi. C'est-à-dire que la logique, ça pourrait même être de ne pas du tout punir M. Benalla au final. Hein. Oui, de le réintégrer directement. On pourrait carrément le réintégrer. Hein. On pourrait dire que tout ça, c'est la faute de Rouge-Brun un petit peu malveillant, et que finalement, M. Benalla, on pourrait même lui décerner une récompense éventuellement. Hein. Moi, je pense que ça... La France d'ici 20 à 30 ans, si jamais les choses ne bougent pas, existe-t-elle encore à ton avis déjà d'ici 20 ou 30 ans? Et si elle existe encore, à quoi ça ressemble? C'est une zone de guerre? Ça peut ne pas exister, ça peut devenir une zone de guerre, ou alors on n'a pas... ou alors malgré toutes ces décennies dont j'ai parlé, tout ce travail qui a été fait pendant des décennies, bon, il y aura à un moment donné, on touchera une espèce d'os qui fera qu'il y aura quand même une réaction, mais que cette espèce d'os, il n'est pas encore atteint. Je sais pas. La révolte des frigovides, c'est pas un peu dangereux? C'est pas en fait quelque part sacrifier ses enfants en se disant moi tant que je bouffe, je m'en fous. Si jamais un jour c'est la pénurie alimentaire parce qu'il y a une pénurie énergétique ou autre chose, ou la guerre, les enfants auront faim, je me débrouillerai sur le moment, mais si j'arrive pas à les nourrir, c'est pas grave, je composerai plus tard, et pour le moment, comme tout va bien, j'ai pas envie d'y penser. C'est sûr qu'il faut se méfier hein, quand vraiment on est dans une pénurie absolue. Bon, les gens ne s'occupent plus que de leur survie. Ils n'ont pas forcément, voilà, sur les démarrages de la Révolution française, il y a souvent des discussions par rapport à ça. Est-ce que vraiment on était au moment où les choses allaient le plus mal? En fait non, il semblerait que socialement les choses sont allées très mal en 87-88. Il y a eu des mauvaises récoltes, il y a eu des saisons, voilà, il y a eu un micro-âge glaciaire, etc. Là, en 89, on allait un poil mieux. Donc les choses commençaient un tout petit peu à se remettre. Et là, éventuellement, les gens pouvaient commencer à nouveau à un petit peu espérer. Et puis bon, en plus, il y avait toute une conjonction
intellectuelle de gens qui contestaient le système et qui pouvaient se recouper avec des aspirations populaires. Peut-être aussi qu'on n'en est pas arrivé là, malgré je pense, une certaine effervescence. Pourtant, nos réseaux ont quand même une certaine voilà. maturité. Il faut voir que ça fait à peu près 10 ans maintenant que la plupart des gens qui sont inscrits dans ces réseaux de combat pour restaurer la souveraineté, pour dégager l'oligarchie, ça fait quand même un certain temps qu'on se bat et qu'on est énervé. Pourquoi cette maturité n'arrive pas au bout de sa logique? Bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qu'il est trop tôt pour appeler ça maturité. Peut-être que justement, c'est pas arrivé à maturation encore. Voilà, c'est peut-être ça. C'est la vision, c'est la version optimiste des choses. La version pessimiste, c'est que ça n'est pas assez, c'est qu'on est foutu. C'est pas à exclure. Aujourd'hui, je suis un peu dubitatif, je sais pas. Je suis toujours là, j'essaye d'être toujours là quand j'estime qu'il y a des choses à faire et que vraiment je le peux. Je suis pas sûr que ça suffise, je suis pas sûr que ça... Un petit appel à lancer du coup à tous ceux qui se bougent pas et qui sont conscients des problèmes. Bah, si vous ne bougez pas et que vous êtes conscient des problèmes, il y a un problème. Résolvez cette contradiction interne. Venez. Si vous venez pas, ils continueront à avancer. Ce sera pas pareil, ce sera pire. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Et puis on fera d'autres séries de micro-trottoirs certainement dans la journée. Allez, à bientôt tous. Alors, salut Floriane. Je viens de donner ton prénom, mais est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et quel âge tu as? Alors je suis du Finistère, j'ai 32 ans. Et donc tu réponds à l'appel à manifester sur Paris pour destituer Macron, c'est bien ça? Ah oui, tout à fait, on va montrer ce qu'on a, que le peuple réagit aussi. Et donc, on n'est pas anesthésié. Je constate que tu as fait l'effort de venir depuis quand même la région de Brest jusqu'à ici, donc il y a quoi, quasiment 600 km d'ici à Paris. 650 à peu près. Ouais, voilà, donc tu as fait un sacré effort pour venir et franchement on te remercie. Qu'est-ce que tu penses du fait que encore une fois, c'est les Parisiens qui vont manquer à l'appel très certainement aujourd'hui? Il serait bien se bouger un petit peu quoi. Hein, il manque à l'appel là, je veux dire, qu'ils viennent rejoindre les troupes. Et alors, qu'est-ce qui t'énerve avec Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla ou d'autres affaires qui motivent ta présence? C'est pas uniquement l'affaire Benalla, c'est pas non plus que Macron, c'est vraiment tout le gouvernement. C'est vraiment, il faut remplacer tout ça, c'est plus possible. On voit bien que c'est des pantins, tout ça. Pour toi, quand on te parle de renverser un gouvernement ou de révolution, c'est pas des gros mots? Ah non, faut y aller quoi. Je pense que si on fait rien à l'heure actuelle, on sera écrasé quoi. On est obligé d'intervenir. Ils le feront pas tout seuls quoi. Le référendum d'initiative populaire, c'est pas eux qui vont l'installer de leur propre initiative. D'accord, tu es une constituante de ton côté, tu suis un peu les travaux de Chouard, les ateliers constituants, toutes ces questions-là? Un petit peu. Enfin, ça fait 1 an que je me suis mis un peu dans la politique en fait, et que je commence à essayer de suivre un petit peu tout ça. Et je rencontre beaucoup de gens intéressants sur internet, dont Étienne Chouard, effectivement. Et qu'est-ce qui a déclenché ton immersion dans toutes ces questions politiques, dans toute cette actualité parallèle, on va dire? C'est surtout depuis l'élection de Macron en fait que je me suis dit qu'il y avait de la manipulation derrière tout ça. D'accord, c'est là où c'est. Avant c'était pas terrible, ça marchait pas bien du tout. Mais je me disais peut-être c'est la mondialisation, c'est un petit peu normal. Mais le fait qu'Emmanuel Macron ait été élu... ça t'a semblé choquant tellement c'était caricatural? Comment s'est passé les élections présidentielles et tout, c'était pas possible. Il y avait manipulation derrière, quoi, c'était pas possible. Et donc à ce moment-là, tu as commencé à fouiller un peu plus sur le net, à chercher. Internet, voilà. Parce que dans les médias, ils pensaient tous la même chose. En gros, il fallait être content de voir Emmanuel Macron. C'était bien de ne pas avoir voté Le Pen pour avoir voté Macron. En gros, était félicité pour ça, d'avoir sauvé la République. Mais je ne sentais pas le coup.
Alors même punition pour toi. J'aime bien que tu nous rappelles ton prénom et puis que tu nous dises d'où tu viens. Donc moi c'est Arnaud Gilbert, bon, je suis connu par beaucoup de Facebookiens qui sont dans la contestation justement. Donc moi je viens de Lorient, ouais. À savoir que là j'arrive de Périgueux avec Tonton, parce que donc Sylvain, que vous avez vu tout à l'heure, parce qu'il se trouve que notre cher président, notre cher roi était à Périgueux l'autre jour et que nous voulions lui parler, mais qu'apparemment, avec nos banderoles, nous sommes des terroristes, nous n'avons pas pu l'approcher. Ah, c'était vraiment faux. Et du coup, vu qu'il nous a invités à monter à Paris, je me suis dit pourquoi pas, allons voir ce que ce cher monsieur, ce cher roi a à dire. Et puis on va dire que nous, en fait, on vient là, c'est surtout pour essayer de défendre nos droits à nous et puis essayer de faire ouvrir les yeux aux gens, ouais. Qu'ils ont leur mot à dire. On est dans un pays qui se dit démocratique. Et au final, on se rend compte que la démocratie n'a plus son mot dans son pays, puisque les décisions sont prises que par notre cher régisseur. Tu serais capable de nous dire à quand monte ton investissement, enfin ton intérêt pour l'information alternative? Écoute, moi j'étais déjà dans le milieu contestataire avant, au niveau de la protection animale, je pense que c'est ça un petit peu. Et en fait, j'ai pris connaissance de ce mouvement début janvier quand il a été créé par colère pour lutter justement contre les malversations de l'État. Et depuis ce jour-là, depuis le 21 janvier, je suis un contestataire quasiment sur tous les lieux de rendez-vous. Alors je vois que tu as un t-shirt Sea Shepherd, association que je connais bien, que j'aime beaucoup, que je soutiens. Et j'ai une petite question toute bête, est-ce que tu trouverais ça intelligent que la France mette des navires militaires à disposition de l'association pour les accompagner en mer afin d'éviter... Moi je pense que ça serait tout à fait logique, puisque quand on voit des Japonais qui s'amusent à aller pêcher du poisson dans des sanctuaires, pour moi un sanctuaire c'est un endroit sacré où on n'a pas le droit de retirer des vies. Donc oui, ça serait intéressant que les marins français, enfin l'armée navale française s'occupe un petit peu de tous les contrevenants dans les eaux internationales ou qui longent la France. Ok. Et dernière question, là vous êtes arrivé de province, les Parisiens c'est pas encore ça, on les attend. Quel est ton avis sur le fait que déjà les Parisiens en eux-mêmes ne se bougent pas et que c'est souvent la province qui se bouge, et plus généralement l'apathie du peuple et même de nos réseaux dissidents qui sont censés être un petit peu plus investis? Je dirais que d'une part c'est peut-être un peu de notre faute, parce que déjà au niveau associatif il y a beaucoup d'associations qui luttent pour la même chose. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on apprenne à marcher tous ensemble, pas suivre l'un ou l'autre, mais marcher ensemble. Et qu'il y ait une vraie solidarité qui se fasse sur ce point, ça ferait déjà un peu plus de communication. Après, à savoir qu'au niveau de la presse, on a appris qu'ils s'étaient muselés, donc il ne fallait surtout pas parler de ce qui se passe. Donc c'est sûr qu'après on entend parler de Benalla à toute heure, on va en entendre parler pendant des semaines et après ça sera encore autre chose. Mais on ne parlera pas de tous les gens qui se bougent pour essayer de faire évoluer les choses, qu'on puisse retrouver des droits en France, quoi. Et je ne sais pas si les gens réalisent en fait que si on continue comme ça, nos enfants vont finir par vivre attachés. C'est qu'on est revenu à un système d'esclavage en fait. Donc résister, c'est bien un devoir pour les générations futures, c'est un devoir civique d'une certaine façon. Je pense que oui, de toute façon c'est ça, hein. Résister, on résiste à quelque chose que l'on trouve de inapproprié. Et je pense que la politique actuelle est inappropriée au peuple français, quoi. On est ouvert à tous, à toute société, toute culture, toute religion et compagnie, et de l'autre côté, on essaye de nous monter contre... On est tous des enfants de la Terre et on est tous pareils, et le jour où on aura compris ça, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, et puis je pense revenir tout à l'heure à toi. Et je te remercie moi pour ton intervention qui nous fait énormément plaisir. C'est plaisant de voir des gens qui se bougent, autre chose que pour une coupe du monde ou pour un Tour de France, quoi. Je te retourne tout ça, de toute façon moi quand je vois des gens se bouger je suis ravi et je sais qu'au moins on n'est pas seul. Mais on se retrouve, on voit les gens qui ont les yeux ouverts et ça fait du bien. Merci. Merci à toi.